notre business plan, il est fait à partir de combien de mètres carrés on peut sauver. Donc, par exemple, si tu prends une entreprise comme Ferrero, qui est la maison mère de tu sais qui, Ouais. euh, eh ben, si elle donnait 10% de ses bénéfices par an, elle freinerait de 25% la déforestation en Indonésie. Donc en fait, en quelques années, ça serait une question de décennies avant de se dire, ok, c'est bon, on a créé des sanctuaires assez grands et la forêt est protégée. Oui, il se passe plein de choses dans le monde qui font que c'est un peu désespérant. Même en France, la forêt commence à brûler. Tu vois, ça devient Ouais. très palpable, très concret. Mais par contre, on peut tous ensemble, si on veut, avoir un impact réel sur ce qui se passe. Nous, on aime se dire qu'en fait, on crée des marques et qu'on aurait pu vendre un slip qui sauve la forêt, ça aurait été la même chose. Je pense que quand t'es une petite marque comme Papa Outan, si t'as pas des moyens extraordinaires, il faut y aller le couteau entre les dents parce que bah, t'as pas le choix, tu vois. Genre, Ouais. on a pas de moyens, on a très peu de temps et on a beaucoup d'enjeux. Donc Ok, bonjour tout le monde, c'est parti. On est très heureux de commencer ce live avec vous. On reçoit Thibaut de salut tout le Papa monde, Outan. Bonjour Thibaut. ça va, tu vas bien? Nickel, Ouais. nickel, nickel. J'ai plein de questions à te poser. Je suis hyper heureux que tu sois là. Donc ça fait un peu plus d'1 an qu'on discute. Ouais. Et quand on a décidé de lancer cette saison de live, je me suis dit Thibaut, c'est vraiment le premier mec qui doit venir. Et t'as accepté. Merci beaucoup. Bah écoute, de rien, avec grand plaisir. Du coup, l'idée, c'est qu'on va parler de pas mal de choses. On va parler de ton parcours, on va parler de l'histoire d'Orang-Outan, donc comment c'est venu, comment ça s'est fait, comment vous l'avez lancé. On va parler d'un certain nombre de choses que vous avez faites, je pense notamment à Ulule, à Ouais. votre distribution chez Monoprix, puis on parlera aussi un petit peu de financement et d'autres sujets On est en plein divers dedans en et variés. plus. Vous êtes en plein dedans. Donc c'est parfait. C'est parfait. Du coup, ma première question, un petit peu pour aussi permettre à toutes les personnes qui ne connaissent pas forcément de voir de quoi on parle, est-ce que tu peux nous expliquer dans les grandes lignes, peut-être de manière un peu synthétique, tu vois, ce qu'est Orang-Outan et ce que Papa vous faites Outan. concrètement? Pardon, Papa Outan. Ouh là là, je Alors, commence à expliquer, tu vois. alors, Papa Outan, déjà on l'a créé pour soutenir une association. Donc la base du produit, c'est de se dire, l'huile de palme, c'est un gros problème en Indonésie. Tu as une association qui s'appelle Kalawet et qui protège la forêt. Donc pour la protéger, elle achète des hectares de forêt, elle en crée des réserves naturelles. Donc nous, on a vu cet assaut, on connaît la célèbre pâte à tartiner qui a un impact un peu négatif sur ce sujet-là. Est-ce qu'on a le droit de dire son nom? Bah, nous maintenant, tu vois, avec Guillaume, on la cite plus. C'est comme C'est comme Voldemort, tu Voldemort, vois. ouais. Ouais. Tu sais qui, tu vois. Tu sais On n'a qui? pas besoin de la citer, tout le monde la connaît. Donc, Propre. on est parti de ce principe-là où tu as des. Si on élargit, tu as des grandes marques qui ont un impact très négatif sur la planète. À côté, tu as des petites assos qui ont des moyens concrets pour résoudre des problèmes, donc l'huile de palme, pollution plastique. Là, en l'occurrence, c'est l'huile de palme. Et le manque d'argent. Donc, tu as des géants qui font beaucoup d'argent en détruisant et des petits qui n'en ont pas beaucoup mais qui veulent sauver. Donc, nous, on se dit, bah, si on arrive à créer des anti-marques, on pourra soutenir des associations comme Kalawet. Donc Papa Outan, c'est une pâte à recharger, c'est pas une pâte à tartiner. On est en train d'essayer d'inventer ce nouveau terme. Parce qu'en gros, tu achètes un pot de Papa Outan, bah, qui est juste ici. Oui, alors oui, Je, effectivement, là, je peux te faire la démo produit bah grave, ouais. comme du Ce qu'il TLH. faut savoir, c'est que nous, on avait prévu un peu une petite déco comme ça, minimaliste, et Thibaut et Guillaume, en arrivant, nous ont posé le Voilà. Papa Outan là, donc on peut voir en vrai ce que ça donne. Du coup, tu as ce pot. Yes. Donc ça, c'est la pâte toute prête. Donc tu l'ouvres, tu manges. Et une fois que tu as mangé ta délicieuse pâte à tartiner, tu prends un sachet, tu la reconstitues avec de l'eau, et bah, tu as à nouveau une pâte à tartiner. Et si on parle produit pur et dur, en termes de produits, c'est beaucoup moins sucré, c'est beaucoup moins gras parce que tu n'as pas d'huile du tout. C'est un produit qui est vegan, c'est bio, c'est équitable, c'est fabriqué en France. Donc on essaie de cocher, tu vois, toutes les cases. On prend les grandes marques, on essaie de faire l'antithèse complète au niveau du produit. L'inverse du truc, quoi. Ouais. Ok, Est-ce que génial. je remets Tu remets la déco. Super. je le remets sur son trône. Et du coup, donc tu disais, tu parlais de Loïc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte, tu vois, qui est derrière Papa Outan et Ouais. comment ça s'est construit un petit peu tout ça? Moi, il y a un paramètre important. Depuis que je suis petit, je suis passionné de primates. Donc mon doudou, c'est un orang-outan. J'adore ça, c'est un truc, je sais pas Énorme. pourquoi, mais ça m'anime, tu vois, T'as vu les qu'ils ont fait primates. l'emoji d'ailleurs Orang-Outan? Ouais, C'est ouais, c'est c'est marrant. incroyable. Mais tu vois, c'est un truc que enfin, j'adore ça, tu vois, ça me passionne. Euh, et moi, j'ai fait de la publicité. Donc avant, pour refaire un peu mon parcours, je vais essayer d'être bref, mais j'ai fait de la pub, j'ai fait 1 an chez BETC, qui est une grosse agence de Ouais. pub.
C'est à Pantin, non? Ouais, ils ont un grand bureau dans un ancien dock. J'étais allé à un festival dans leur bureau. C'est vrai qu'ils font des événements. C'est magnifique, hein. C'est pas mal, ouais. Tu vois, c'est vraiment la pub dans son, tu vois, dans sa grandeur. Tu vois, c'est un peu claque. Enfin, Ah, j'imagine. Et là, tu bossais peut-être pour tu sais qui d'ailleurs. Effectivement, je bossais pour la fameuse. Et pour d'autres, hein, j'ai eu d'autres grandes marques. J'ai travaillé pour Air France, pour Peugeot, pour la Française des Jeux. Donc c'était vraiment des marques avec une éthique parfaite, irréprochable. Donc au bout d'un an à travailler pour ces marques, je me suis dit bon bah c'est plus possible de travailler pour eux, faut que je me casse. Donc là j'ai découvert le monde des startups avec une startup qui s'appelle Crème de la Crème, Ouais. que tu connais peut-être. Ouais, j'ai commencé l'entrepreneuriat en faisant des missions pour Crème de la Crème. Ah, C'était trop bien. Ok. Enfin bref, il y a un petit bout de temps. Bah, tu vois, là-bas j'ai appris l'univers, la façon de travailler des startups. Et je suis parti au bout de 1 an et demi, 2 ans. J'ai voulu monter au début une agence avec un pote pour conseiller les marques sur l'impact positif, parce que c'était un truc qui était resté, tu vois, Ouais. de chez BETC, où je me disais, c'est fou que, dans le monde dans lequel on vit, que des marques ne s'engagent pas comme elles devraient le faire. J'ai tenté ça avec un pote, ça n'a pas trop pris, parce qu'on allait parler à des marques avec un discours un peu radical. C'était il y a 3-4 ans, tu vois. Ouais. C'était il y a 4 ans, c'était encore... C'était pas prête. Bah non, c'était un peu bizarre de parler d'engagement sociétal pour une marque. Euh, Et je peux te faire le pont direct sur comment est venu Papa Outan et après te présenter Loïc si tu veux. Grave, bah écoute, ça me va. Je te fais mon monologue. Ouais, non, mais t'inquiète, vas-y. Euh, On te suit. Et moi pendant cette période, je vais souvent chez mes parents. Donc, je suis très famille, tu vois, genre j'adore rentrer dans le Nord, passer des week-ends avec ma famille. Et en rentrant un week-end, je vois un documentaire du Grand JD, que tu connais peut-être. Ouais. Tu vois, Ouais. Et donc je vois son documentaire sur l'huile de palme. Et gros choc, et je me remets, je suis aussi un obsessionnel, donc je me remets à creuser le sujet. Et je me rends compte qu'en fait, c'est un sujet dont on ne parle plus, l'huile de palme, mais qui est encore quelque chose d'actualité, tu vois. On en a parlé pendant... tu vois, tu as eu plein de scandales avec tu sais qui en 2015 et compagnie, tu vois. Mais c'est vrai que maintenant, on en entend moins parler, j'ai l'impression que ça... Enfin, comme les sujets qui prennent la place dans l'opinion publique forcément peuvent pas tous être traités en même temps. Du coup, c'est cyclique. Et là, huile de palme, en ce moment, Enfin, moi, j'en entends pas trop parler, quoi. T'as le truc d'actualité qui est cyclique. Je pense que t'as aussi le lobby de l'huile de palme est aussi puissant que celui du tabac. Donc globalement, tu vois, je pense qu'ils arrivent à faire un bon travail dans les médias. Ouais. Et t'as eu beaucoup d'opérations de greenwashing des grandes marques aussi, qui ont commencé à introduire l'huile de palme responsable. Donc responsable de la déforestation sûrement, mais pas d'autre chose, tu vois. Et ensuite, ouais, t'as eu tout un travail qui a été fait pour un peu mettre le sujet sous le tapis, tu vois. Ok, ouais. Et du coup, ça, c'est ce que tu as découvert avec le fameux reportage du Grand JD. Je me suis rendu compte de l'énormité du truc, tu vois. Où tu dis putain, c'est quand même fou. Du coup, j'en parle à ma mère le lendemain, tu vois, en me réveillant. Je vois ça un soir, je me couche assez tard, donc le lendemain, j'en parle. Et il y a un pot de Nutella encore dans le placard. Donc, je lui en parle. Donc, on se dit, bon, ok, il n'y aura plus de Nutella ici, c'est fini, tu vois. Oh, je l'ai dit. J'ai dit le mot, mince. Ce sera peut-être ou pas coupé montage. Non, mais tu vois, du coup, voilà, c'est fini, quoi. Et je reviens un mois plus tard, et elle avait fait elle-même un pot de pâte à tartiner maison. Ah ouais. Donc je pense que là, mon cerveau a connecté, tu vois. Il a pris Laurent Houtan, il a pris la pâte à tartiner, il s'est dit, on va mixer les deux. Et Maman Houtan, à la base, c'était. Donc je pense que même si maman avait fait la pâte à tartiner, donc Maman Houtan, tu vois, la mère qui... on est devenu Papa Houtan parce qu'on s'est fait attaquer par une grande marque de l'agroalimentaire, mais ça c'est ah oui. Ça c'est un autre ça c'est une autre histoire dans l'histoire. On pourra en parler. Et je rencontre Loïc 6 mois après, donc après avoir lancé le projet, mais très en surface, tu vois, c'était une page Insta, c'était un début de truc. Et je rencontre Loïc qui lui est un ancien de la fusion-acquisition, donc financier. Moi je suis beaucoup plus créa, tu vois. Ouais. Et lui c'est un financier. Il était en fusion-acquisition en Chine, il passait ses journées dans des usines, tu vois, à rencontrer des patrons qui voulaient vendre leur business à d'autres, qui lui est rentré en France, est devenu vegan, zéro déchet, qui s'est dit qu'il allait arrêter de prendre l'avion, parce qu'il y a eu un gros choc, tu vois, sur l'écologie, et il avait fait une grosse crise d'éco-anxiété qui l'a remis vraiment très profondément en question, tu vois. Ok, ouais. Donc je rencontre à ce moment-là où il a fait l'école 42, et il veut lancer un produit SaaS, donc un produit SaaS, tu vois, pour... classique quoi, tu vois, il fait 42 donc il va lancer un SaaS, logique. Mais on se rencontre, je lui parle de pâte à tartiner, de soda qui pourrait protéger l'océan. Et gros match, on devait rester une demi-heure, on est resté 3 heures ensemble dans le café. Donc on s'est dit ok, go. Et lui il a ramené l'aspect beaucoup plus
justement concrets, tu vois. Par exemple, on peut calculer, notre business plan, il est fait à partir de combien de mètres carrés on peut sauver. Donc, par exemple, si tu prends une entreprise comme Ferrero, qui est la maison mère de tu sais qui, Ouais. et ben, si elle donnait 10% de ses bénéfices par an, elle freinerait de 25% la déforestation en Indonésie. Donc en fait, en quelques années, ça serait une question de décennies avant de se dire, ok, c'est bon, on a créé des sanctuaires assez grands et la forêt est protégée. Hmm. Donc en fait, Loïc est venu avec une vision très pragmatique de la chose, qui nous ont permis d'accentuer encore plus ce que le capital, tu vois, les grandes marques pourraient faire comme impact sur la société. Ouais. Donc, Top, mais c'est intéressant et je pense que c'est souvent dans une association ce qui se passe, c'est que tu as des personnes qui sont très complémentaires et qui en fait ensemble récupèrent un peu le scope des différentes choses qu'il faut faire ouais. pour monter un projet et en plus là avec des convictions derrière, donc c'est... Ouais, c'est super important. Moi, sans Loïc, j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait. Loïc, pareil, sans moi. T'as Guillaume qui est derrière, c'est pareil, hein. Guillaume, il est là depuis le début. Genre, il est toujours là, tu vois. Donc, en fait, je pense qu'il fait que le projet marche, c'est les gens, tu vois. Il n'y aurait pas eu Guillaume au début, pareil, qui me suivait dans toutes mes conneries. Aller au salon du bio, je disais, hey, mec, on peut faire ça. Il était en mode, ouais, grave. C'était lunaire, tu vois. Franchement, on a fait des trucs lunaires où. Enfin, faut se rendre compte qu'on connaît rien à l'agroalimentaire, tu vois. Ouais. Genre, on sait pas, tu vois. Donc on serait amené au premier salon du bio il y a 3-4 ans en parlant à des gens qui faisaient pas de tartines, en leur posant des questions, en leur disant ouais, comment ça marche, comment on fait. Que la moitié des gens nous disaient, nous parlaient même pas, tu vois. Ils nous disaient oui, prenez ma carte de visite. Je vous rappellerai ou pas, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, ça je pense que c'est un truc assez commun d'entrepreneur où tu vois, tu veux faire un truc, tu débarques, tu connais rien au marché et en fait, petit à petit, tu apprends un peu les codes. Et puis si tu persévères là-dedans et que tu t'arrêtes pas à cette barrière du fait que tu débarques dans un endroit que tu connais pas, petit à petit t'as plus les clés en main pour t'imposer et faire un truc, quoi. Moi, j'ai des potes sur le marché de l'art, ils montent une marketplace de revente d'œuvres d'art et ils me disaient qu'il leur a fallu presque 2 ans, tu vois, à partir du moment où ils ont commencé à venir discuter avec des gens et tout pour comprendre les mécanismes, Okay. commencer à avoir des connexions et tout. Et... C'est vrai que c'est spécial, en plus le monde de l'art, t'as des codes quand même assez Ouais. établis, tu vois. Faut connaître les bonnes personnes. Oui, et puis t'as toute une culture Oui, aussi, t'as une culture, oui, c'est aussi la culture. Oui. à développer, quoi. Mais c'est aussi intéressant d'avoir une contre-culture. Tu vois, nous dans l'agroalimentaire, on a une culture qui est. Enfin, tu nous prends, nous, et une grande marque de l'agroalimentaire. Je pense qu'on discute de nos process sur de la création de produits ou de la création de marques. Enfin, c'est radicalement opposé. Ouais. C'est très différent. Ce qui fait que sur certains points, ça peut être des faiblesses, parce que eux, c'est des systèmes rodés. Mais par contre, nous, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus incisif quand on fait quelque chose. Donc c'est Clairement. intéressant. Ouais, c'est clair. Et puis après, vous partagez un certain nombre de trucs liés peut-être plus à la distribution ou à certains process qui sont forcément induits, j'imagine, par le marché, tu vois. Oui, oui. Et puis après, on est aussi bien entouré où on s'est très vite. On a vite compris que c'était un milieu très très complexe, tu vois. Que ce soit dans les négociations ou dans la création de produits, les recettes, le sourcing. Enfin, tout est complexe, tu vois. C'est des niveaux, genre c'est du physique, donc en fait tu touches à un truc où tu peux pas trop faire d'erreurs, sinon ça retarde beaucoup de choses, donc c'est un peu compliqué. Donc on s'est vite entouré d'anciens de l'agroalimentaire. On parle beaucoup à des gens qui ont vendu des boîtes dans l'agroalimentaire. Et du coup, eux, c'est des advisors ou c'est quoi ta relation avec eux? T'as deux trucs, t'as des mentors qui vont être juste, non pas juste parce que c'est très important, c'est des gens qui nous conseillent, donc on les appelle quand on a des problématiques très spécifiques. Et depuis peu, on était en levée de fonds, donc t'as des mentors qui ont investi, d'autres non, et c'est devenu des investisseurs, mais c'est toujours la même relation, ouais. Tu vois, où en fait on a besoin de quelque chose, on va l'appeler. Ok, ouais, compris. On va parler un peu de un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est comment, tu vois, une fois que vous avez eu cette idée, ce constat partagé, la rencontre et tout, comment est-ce que vous êtes passé de ce projet et de l'idée à ça y est, le premier pot, le premier sachet est prêt et on l'a vendu, tu vois. En gros, ce qu'on appelle parfois genre le go-to-market, comment ça s'est passé chez vous? Et bon, après c'est une question super vaste, tu vois, mais notamment, enfin en gros les 2 angles surtout que je trouve intéressants, c'est la partie un peu commerce marketing, comment t'as fait connaître Papa Outan, et de l'autre côté plus au niveau de ton produit,
Comment est-ce que vous avez fait les premiers produits? Est-ce que genre c'était chez vous dans votre garage à la Steve Jobs, enfin dans votre cuisine du coup plutôt, ou voilà, comment tout ça s'est passé quoi? Déjà, pour lancer le produit, déjà, on se disait que c'était un peu une idée conne au début. On s'est dit, genre, personne va vouloir genre, d'un produit qui soutient une asso qui sauve des orang-outans. Tu vois. On se dit, ça a un sens. Enfin, nous, on sentait qu'instinctivement, ça pouvait être intéressant. Mais on se disait, mais qui va vouloir de ça, tu vois. Donc on s'est dit, déjà, on va lancer une pétition. Parce que c'était un côté, on soutient une asso, quelque chose qui était assez militant, où même nous, dans le ton, on veut être assez radicaux dans la matière dont on agit dans l'agroalimentaire. Donc on a lancé une pétition et le deal, c'était, si on atteint 1000 signatures, on lance le produit. Ok, et c'était une pétition contre tu sais qui du coup? Ouais, en partie, tu vois. C'était contre, tu sais qui, contre un peu le greenwashing, qui posait le constat sur l'huile de palme, les orang-outans, et qui présentait deux assos, donc Alouette, qu'on soutient, Ouais. et qui étaient, voilà, ces assos-là agissent concrètement, donc on pourrait faire quelque chose pour les soutenir. On Ok, pourrait ouais. créer une anti-marque qui remplace petit à petit les grands méchants pour que nous, on prenne leur place en rayon pour les sortir. Mais tu vois, une pétition, comme on l'entend, t'as un peu l'idée que c'est un truc que tu vas envoyer à peut-être un décideur public ou pas, et en disant voilà, il y a toutes ces personnes qui Ouais. veulent ça. Là, ça me fait plus penser à un manifeste un peu de personnes qui se disent on est tous d'accord pour dire qu'il faut faire ça, et après on va voir si on le fait, tu vois. Mais Ouais, tu c'est t'adressais ça. pas à quelqu'un. Bon, on s'adresse à nous-mêmes en fait. Tu D'accord, vois. ouais. Genre, c'était un peu le truc de s'il y a 1000 signatures, on le fait, et on va tout faire pour. Au final, on a atteint 1500 signatures en genre 7 jours, un truc comme ça. Ouais. Donc c'était pas mal parce qu'on sortait de nulle part, hein, tu vois. On était soutenu par des communautés qu'on soupçonnait pas. Il y a des gens qui s'activent contre l'huile de palme. D'ailleurs, premier soutien qui nous a aidé à lancer Papa Autant, c'est le jeune engagé. C'est Johan Reboul. Et à l'époque, c'était un mec qui faisait des pétitions contre tu sais qui, contre d'autres marques de l'agroalimentaire. Et maintenant, ça devient un mec très influent dans l'influence écologique sur Instagram. Il est très très fort et c'est très talentueux. Donc je le remercie encore une fois si un jour il voit passer ça. Parce que c'est lui qui nous a permis, tu vois, il a relayé ça à sa communauté et ça nous a permis d'avoir un impact et un écho auprès des gens. Ouais, top. Et une fois qu'on a eu ces 1000 signatures, on s'est dit, bon, bah maintenant on est obligé de le faire. Mhm. Donc on était face au truc. Moi, effectivement, j'ai été chez Biocop, j'ai acheté de la poudre de noisette, du cacao, du sucre complet. Et je me suis dit, bon, bah voilà, comment on fait, tu vois. Let's go quoi. Ouais. On y va, on met les mains dedans et. Ah ouais, c'était. Finalement, je trouve que souvent, tu vois, tu t'avances beaucoup mieux en te disant, je vais tenter un truc, ça va être sale, mais en fait, si je le fais pas aujourd'hui avec les moyens du bord, je peux passer des mois sur Excel à essayer de calculer la recette Ouais. théoriquement parfaite, ça, j'avancerai pas, quoi. Je sais que le contre de ça, moi je suis très drivé par les deadlines, Ouais. tu vois. Où je me mets quand même des deadlines de l'enfer qui servent. Où des fois je me dis, je pourrais peut-être un peu plus flexible, tu vois, avec moi-même, plus indulgent. Mais par exemple là, quand on a fait la pétition, c'était fin novembre, et on avait prévu la première prévente justement pour tester le produit, pour lancer le MVP je crois que c'est en début février, un truc comme ça. Donc en fait, on avait 2 mois pour trouver une recette, le produit, faire le packaging, trouver quelqu'un qui peut le faire, les ingrédients, enfin tout apprendre, tu vois. Parce que tu dis trouver quelqu'un qui peut le faire, parce que donc, au début, donc, c'était toi et la Biocop et ta cuisine. Et après, l'idée, c'est que vous êtes passé par quelqu'un ou je sais pas, un sous-traitant pour. Franchement, au début, on a Produire. galéré parce qu'on savait pas comment produire ça, tu vois. On devait produire 50 sachets, non 100, parce on avait 50 coffrets disponibles. On a volontairement mis très bas le nombre pour pouvoir recueillir du feedback qualitatif. En fait, dès qu'on avait vendu ces coffrets, on a appelé tout le monde un par un. Enfin, Loïc l'a fait pour leur demander comment c'était passé, ce qu'ils pensaient du goût, pour qu'on puisse itérer derrière. Et du coup, on a produit chez un traiteur, genre à Gennevilliers, tu vois. Mhm. On lui a parlé du truc, il a dit ouais, bah venez chez moi, go. Trop bien. C'était. Il vous a prêté sa cuisine, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. On a cuisiné avec eux. J'étais responsable de cuisine. Enfin, c'était. Ah, et t'avais sa brigade carrément. Ouais, à dispo. il y avait 2 personnes. Il y avait Guillaume qui se marre derrière. Il y avait 2 personnes. Moi, j'étais responsable du truc. Et Moi, non, je devais passer derrière les gens et faire ouais, les noisettes, c'est peut-être un peu trop cuit. Mais j'étais personne, tu vois. Enfin, eux, c'était des gens qui cuisinaient. ouais. Moi, j'avais fait la recette dans ma cuisine, mais j'ai pas de connaissances plus que ça dans l'agro. Donc ça, on l'a fait là-bas. Et après, une fois qu'on a testé le produit, on a eu les retours des gens. Et on est passé. Je vais peut-être squeezer des questions. Non, vas-y. Mais on devait passer à l'étape d'après qui était on a validé le produit,
on sait que les gens adhèrent, on commence à réunir une petite tribu autour de nous qui commence à se dire c'est intéressant, tu vois, comme principe. Et c'est marrant parce qu'on s'est rendu compte que les gens attendaient ce genre de choses aussi, tu vois. En fait, t'es forcément impuissant face à ce qui se passe, parce que si tu prends, tu sais qui, t'arrêtes d'en manger, bah, qu'est-ce qui se passe, Ouais, c'est clair. tu vois. C'est cool, c'est bien, parce que tu vas empêcher des marques de prospérer, mais ça continue, tu vois. Donc si t'as pas quelqu'un qui se dit, bon bah faut les sortir des rayons, parce qu'ils n'ont plus leur place, ils sont plus légitimes, et ben ça crée une frustration chez les gens. Et ça, on l'a vu avec la communauté, petit à petit, les gens nous disaient, bah ouais, bah c'est bien, nous tu te sens utile en mangeant des tartines, tu vois. Ce qui est Ouais, débile, tu vois. Enfin, c'est débile, mais ça compte, quoi. Mais d'ailleurs, je pense que c'est le meilleur moyen, tu vois, de faire arriver un changement, c'est que tu proposes aux gens des choses qui les rejoignent dans leur quotidien sans changer leur usage. C'est-à-dire que quelqu'un qui mangeait une pâte à tartiner, si tu lui proposes une autre pâte à tartiner qu'il va aimer autant, mais que celle-ci est vertueuse, en fait, il fait pas un effort, je veux dire, Ah oui. dans son quotidien. Donc Ouais. lui, il est prêt à faire le changement. Par contre, derrière, ça induit toutes les choses positives que Papa Outan propose, quoi. Ouais, clairement. Mais comme t'as pas changé son usage, pour lui, c'est un peu indolore, finalement. Ouais, et Donc, puis t'as le côté produit. Et, nous, on aime se dire qu'en fait, on crée des marques et qu'on aurait pu vendre un slip qui sauve la forêt, ça aurait été la même chose. Sauf que là, ouais. l'anti, c'est une pâte à tartiner. Euh, mais on sait aussi qu'on est dans un combat de culture, tu vois. Genre quand tu prends, si on repart nous sur ce qui nous drive profondément avec Loïc, c'est qu'on est très alerte sur les questions écologiques, on est très engagé. Loïc est très engagé dans des associations de résistance civile. Euh, et on sent que si personne vient donner des nouveaux discours aussi aux gens, pour leur dire bah c'est possible, on va un peu droit dans un mur, tu vois. Ouais, clairement. Par exemple, nous, quand on voit Chani avec Loïc, avec Guillaume, on se rend compte que c'est un mec qui est profondément optimiste. Alors que ça fait. Chani, c'est le fondateur de l'association Calavette. Donc ça fait 20 ans qu'il est en Indonésie. Ça fait 20 piges que le mec, tu vois, il voit la déforestation. Et quand t'es en face de lui, il est super souriant. Il te dit qu'il faut encore se bouger, tu vois, qu'il y a plein de choses à faire. Donc on veut aussi transmettre ça aux gens pour se dire, bon bah, oui, il se passe plein de choses dans le monde qui font que c'est un peu désespérant. Même en France, la forêt commence à brûler. Tu vois, ça devient Ouais. très palpable, très concret. Mais par contre, on peut tous ensemble, si on veut, avoir un impact réel sur ce qui se passe. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc dont je voulais absolument qu'on parle, c'est votre image de marque avec Ouais. Papa Outan. Parce que je me souviens qu'on en avait parlé il y a un an, on avait une discussion sur Oui, c'est vrai. en gros, une méthode un peu avec laquelle toi tu bosses sur comment créer une marque qui dégage ce que tu veux qu'elle dégage finalement. Ouais. Et là, quand on voit Papa Outan, on le voit sur les pots et tout, sur votre site, il y a un côté en fait que je trouve très réussi où tu vois une marque très souriante avec une énergie super positive qui se dégage et qui en même temps est très engagée. Ouais. Mais tu vois, avec un côté. Parfois, l'engagement peut faire un peu peur, tu vois, peut avoir un discours radical, peut-être un peu fataliste. Et là, au contraire, c'est un engagement qui est très joyeux, je trouve. Mm. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur ta méthode, tu vois, Ouais. cette fameuse méthode de création de marque La et fameuse méthode. concrètement, comment est-ce que vous y êtes pris pour arriver à cette image de marque de Papa Outan que je trouve canon? C'est intéressant parce qu'hier, j'étais à l'Académie du Climat en train d'animer une session de branding et d'image de marque avec cette méthode pour une association, Énorme. tu vois, qui est aussi très radicale dans Ouais. ses manières d'agir et où on essaye d'avoir un message clair, tu vois, pour communiquer. Et c'est intéressant parce que dans la création de marque qu'on connaît jusqu'aujourd'hui, tous les messages sont auto-centrés sur les marques à chaque fois. Donc c'est en tant que marque, je suis la plus belle, je suis la plus forte, Ouais. tu vois. Euh, mais tu te rends compte que les grandes marques qui réussissent le mieux, donc si tu prends des Airbnb, tu prends Nike, tu prends Apple, c'est des énormes marques, tu vois, qui sont très claires et assez puissantes. C'est des marques qui vont avoir compris profondément les gens, tu vois, et qui vont pas être auto-centrés, mais qui vont prendre la personne et la considérer comme le héros de l'histoire. Donc moi j'utilise une méthode qui s'appelle le voyage du héros, qui est un truc qui a été théorisé depuis très longtemps, 70 ans, par un mec qui s'appelle Joseph Campbell, et qui a théorisé comment les mythes dans l'histoire de l'humanité étaient construits, tu vois. Et c'est basé sur un autre livre que j'ai essayé de lire, qui date de 1800,
tu peux pas le lire, tu vois, c'est trop. Ça s'appelle comment? Je sais même plus, le monomythe, un truc comme ça, je sais plus. Je pourrais te le retrouver. Mais je l'ai acheté. C'est un peu le vieux manuscrit qui est à l'origine de la méthode, le truc un peu sacré, mais Ouais, c'est ça. un peu imbitable, quoi. C'est écrit dans une manière d'écrire. Enfin, t'arrives pas trop à le comprendre parce que c'est un vocabulaire qui est d'antan, tu vois. Mais qui est intéressant, qui analysait les mythes, comment ils étaient construits, les mythes, les histoires et compagnie. Et Campbell, il a repris et il l'a remis au goût du jour. En fait, ce truc de Joseph Campbell et du voyage du héros, par exemple Pixar ou Star Wars ou Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, tout ça, les scénaristes se basent sur à chaque fois cette méthode, ce framework pour créer leur histoire. Ok. Et quand tu prends les marques comme Airbnb, par exemple, ou Apple, ils sont très forts pour construire leur marque comme une histoire. Donc la marque va être un guide, le client ou l'utilisateur, ça va être le héros, qui va avoir un problème, qui va avoir un ennemi, qui va avoir quelque chose contre lequel se battre, et le guide, en tant que guide, tu vas devoir lui dire, bah ok, bah je connais ton ennemi, tu vois, donc tes peurs et contre quoi tu as envie de te battre. Je connais, moi j'ai ce combat-là que j'ai envie de mener, est-ce que tu veux le mener? Oui. Quelles sont tes armes? Donc tu lui donnes des armes, et ensuite tu lui permets de se réaliser d'une certaine manière. Par exemple, si tu compares ça à Dumbledore, Dumbledore il va arriver, il va prendre Harry Potter, il va lui dire salut mec, je ne vais pas lui parler comme ça, mais globalement il va dire salut, bon voilà, il y a Voldemort, tu vois, il est pas, enfin c'est un méchant. Il est Forest. Il est Forest, il est pas gentil. Mais moi je peux t'apprendre à le combattre, je peux t'enseigner la magie, et ensuite c'est à toi d'aller lutter contre ce méchant. Ouais. Mais je t'aiderai, je serai là, mais c'est pas moi qui vais être le centre de l'histoire, c'est toi. Et ça, que ce soit dans la littérature, les exemples que tu as cités, ou dans les grandes marques dont tu as parlé, tu penses qu'ils avaient, comment dire, ils utilisaient consciemment cette méthode en la connaissant comme toi tu la connais, ou c'est plutôt une lecture qu'on peut faire a posteriori en voyant comment ça a été fait et en se disant, bah en fait, peut-être sans le savoir, on retrouve ce framework chez eux? Je pense pas. Deux marques, en tout cas c'est sûr, par exemple Apple, Steve Jobs s'est fait virer un moment de chez Apple. Et quand tu regardes la manière de communiquer d'Apple avant qu'il se fasse virer, c'était très différent. C'était très centré sur le produit. Il allait te faire des descriptions énormes de mon processeur, je sais pas quoi. Tu vois, il fait une description de produit. Après, il se fait virer. Il était chez Pixar, où il a côtoyé du coup des scénaristes qui maîtrisaient ces frameworks parce qu'il a écrit des histoires. Enfin, il a vu comment ils travaillaient. Ah, il a carrément écrit lui des scénarios chez Pixar? Non, je pense pas, mais en tout cas, il a côtoyé. Ouais, il a vu comment ça se passait. Il était là, il était avec eux, il traînait avec eux, quoi. Quelle vie. Ouais, quelle vie. Et il est revenu chez Apple. Et après, la signature qui était utilisée, c'était Things Different, tu vois. Et si tu prends, j'en parlais hier dans l'assaut, le combat de Apple, en fait, ça c'est la baseline, tu vois. C'est en deux mots, ils arrivent à te le résumer. Mais tout l'enjeu de Apple, c'est de te dire, Apple se bat pour que les gens soient plus créatifs. Tu vois, ou se bat pour vous permettre d'être plus créatif. Oui, clairement, il ne parle pas de technique, il te parle de ce que tu vas faire avec. Il parle du résultat final. Par exemple, Airbnb, ils vont te dire, ça va être Airbnb se bat pour que vous soyez chez vous partout dans le monde. C'était, je me souviens, il y a très longtemps, peut-être en 2014, leur home, c'était Bienvenue à la maison. Ouais. Et t'as le chez vous partout, tu vois, c'est le belong anywhere, tu vois, où ils l'ont résumé en deux mots. Donc ça, c'est la baseline, c'est une traduction où des mecs se sont triturés le cerveau pour trouver la pureté du truc. Mais le constat derrière, c'est de se dire avec Airbnb, quand tu voyages dans le monde, t'as pas envie d'être vu comme un touriste, tu vois. T'as envie d'être bien partout dans le monde. Donc en tant que guide, je vais te permettre d'être bien chez toi partout dans le monde. Et les marques qui arrivent à conscientiser pourquoi elles se battent, c'est des marques qui vont recentrer l'attention sur leur héros justement, tu vois, parce qu'elles sont pas là pour gagner, elles sont là pour faire gagner la personne. Ouais, clairement. Et le problème des grandes marques, c'est que tout le marketing et l'image de marque, ils l'utilisent dans un seul but, c'est d'améliorer l'image qu'ont les marques d'elles-mêmes, tu vois. Alors qu'une vraie marque, en tout cas nous dans la manière dont on les conçoit, pour Papa Autant, on conçoit la marque pour améliorer l'image qu'ont les gens d'eux-mêmes. Du coup, c'est différent. Oui, c'est un changement de paradigme complet. Et du coup, si tu appliques ça à Papa Outan, comment ça s'est passé en gros ce travail de réflexion pour voir où vous vouliez en venir en termes d'image de marque? Déjà, c'est un travail qui est assez itératif.
je sais que tu as aussi des trucs dans l'image de marque où le branding, c'est quelque chose que tu fiches dans le temps et que tu touches plus, tu vois. Donc tu fais ta vision, ta mission, tes valeurs, Ouais. après c'est fini, tu vois. C'est le document sacré que tu portes tout le temps, que personne comprend et tout le monde se dit c'est du bullshit. Mais c'est là, quoi. Mais c'est là. Nous, on a des frameworks avec Guillaume sur lesquels des fois on se repose dessus. Par exemple, là, il y a un événement, on va arriver chez Monoprix, on doit réaffiner le message de marque. Donc on se replonge dans nous, ce qu'on appelle notre stratégie de marque, qui est une autre méthode qu'on utilise, c'est aussi de personnifier à mort la marque. Ouais. Donc si tu imagines ta marque comme une personne, eh ben la personne, toi t'aimes des choses, t'aimes des films, t'aimes des couleurs, t'aimes un animal peut-être en particulier, tu vois, tu vas aimer plein de choses. Quand on construit des marques, le premier exercice qu'on fait, c'est de la comparer à une personne. Donc se dire, bah, si Papa Outan était un film, qu'est-ce que ça serait? Si Papa Outan était un personnage connu, qu'est-ce que ça serait? Si Papa Outan était un plat, qu'est-ce que ça serait? En fait, ça paraît vraiment basique. Bah, on a encore eu l'exemple hier dans l'association, c'est qu'en fait, quand tu commences à associer ta marque à des choses très concrètes de la vie, très palpables, genre si tu te dis ta marque à toi, c'est un plat de bolognaise ou une fondue, tu vois, tu peux mettre des interprétations différentes derrière. Mm. Tu vois, si tu te dis que c'est un burger ou que tu te dis que c'est un Pokéball, c'est ça un Pokéball? Pokéball, le truc LC, là. Pokéball, ouais, je sais pas trop comment ça se Tu vois, tu as prononce. des interprétations de ta marque où tu vois Ouais. que c'est différent, tu vois. Clairement. Donc, la première chose qu'on fait, nous, c'est qu'on essaye de mettre un maximum d'images derrière la marque. Ensuite, on fait le voyage du héros et on essaye d'en extraire après des punchlines, quoi, tu vois, des messages clés, des manières de parler. Moi, je sais que t'as un truc où Starbucks, c'est très bon, c'est de créer du vocabulaire identitaire. Ouais, En fait, les baristas. Ouais, tu vois, trucs genre, comme ça. tu rentres dedans, tu comprends rien. Mais justement, Un c'est. frappuccino. Ouais, tu vois, c'est que des mots. Mais c'est intéressant parce que, par exemple, dans les films, t'as tout un univers qui est créé, tu vois. Ouais. Tu vois, t'as les moldus, tu vas avoir tout un univers autour du vocabulaire nouveau qui va être conçu pour remplacer un autre mot. Enfin, tu vois, les moldus, c'est des noms sorciers. Mais si tu dis ça, enfin, tu vois, ça sonne- C'est moins stylé. c'est moins stylé, tu vois. Donc aussi, un autre principe de marque, c'est de remplacer des mots par d'autres pour que ce soit ton propre vocabulaire. Donc, c'est le travail qu'on est en train de faire. Tu vois, quand on parle de tu sais qui, Mm. tu vois, c'est plus marrant, tu vois, de dire ça. Ça incarne plus le ton que tu as envie de dire. Et puis je trouve que c'est plus immersif en fait pour quelqu'un qui découvre la marque, tu vois, d'avoir un peu comme ça tout un univers qui se déploie, ça va plus t'englober Ouais. que des mots juste descriptifs finalement. Ouais, t'emmènes les gens. Après, ce qui est intéressant, c'est de construire ton vocabulaire par rapport à la personne en tant que marque que tu as créée, tu vois. Mm. Parce que si ta personne, je caricature, mais, parce que j'aime beaucoup comparer les marques à des gens qui arrivent dans des salles. Donc nous, Papa Outan, ça serait, je pense, un enfant de 9 ans, tu vois, un peu décoiffé, qui parle vite. Donc lui c'est tu sais qui, ça devient le vilain ou le méchant ou Bah non, lui c'est le Papa Outan, ça serait... nous, si on le matérialise, ça Ouais. serait un petit orang-outan, tu vois, Oui, oui. qui parle et qui arrive dans une Non, salle. je voulais dire, pour lui, il dirait pas tu sais qui pour parler de tu sais qui, mais plutôt un terme d'adversaire, mais d'enfant de 9 ans en fait. Ouais, quoi. il dirait, tu sais qui, le gros méchant, là, tu vois, Ouais. ou le bébé Cadom, tu vois, il fait pas sa tête, tu vois. Celui qui Laisse saccage pas tranquille la forêt, tu vois, il parlerait comme ça, tu Ouais, vois. ouais. Il y aura un ton un peu insolent, tu vois. Et donc du coup après tu déploies tout cet univers Ouais. dans toute ta communication, dans tout ton branding, sur ton packaging et tout quoi. Ouais, mais c'est itératif, bon, parce qu'au début tu prends les premiers packaging de Papa Outan, Guillaume en était moins, on était vraiment loin, tu vois, du ton. En fait, c'est en observant ce que tu as fait, parce qu'en fait, plus tu crées du contenu, Mm. plus tu vas déployer des messages, Ouais. créer des assets de marque, et tu vas te rendre compte que ce message-là, il correspond plus à ta marque, que celui-là, il résonne plus chez les gens, que creuser cet axe-là, c'est intéressant. Donc c'est en créant que tu arrives aussi à extraire un peu, tu vois, le meilleur de ce que tu peux faire. Propre. On va parler de Ulule, si Mhm. ça te convient. En gros, donc là, juste avant, on avait évoqué l'histoire un peu de communauté qui avait commencé du coup avec la fameuse pétition, Ouais. qui après vous a suivi dans les premières commandes et tout. En gros, j'imagine que c'est à peu près, enfin, c'est dans cette continuité-là que vous avez décidé de recourir à Ulule. Moi, il y a un truc dont j'ai l'impression, mais alors j'ai jamais fait de campagne sur Ulule, donc je sais pas, tu vas me dire ce que tu en penses. Surtout que, pour contextualiser, vous avez fracassé Ulule. Je suis allé voir cette semaine, je crois que vous avez fait un truc comme 3000% de votre objectif initial. Mais si- C'est ce que Loïc dit. a un chiffre qui ressort et que j'aime bien. On est le deuxième
crowdfunding le plus réussi dans notre catégorie. Ok, Et le premier, c'est Bleu Blanc Ruche de Arnaud Montebourg, qui avait quelques avantages oui, en termes de communication. en termes de RP et compagnie. Ça, c'est clair. Bon, du coup, vous avez explosé ça. Et ce qui est Ouais. marrant, c'est que quand on voit ce 3000%, ce que ça montre, je veux dire, juste mathématiquement, c'est que vous aviez un objectif qui était finalement assez modeste par rapport à ce que vous avez Ouais. réussi à faire. Peut-être que vous attendiez pas à ce que ça marche aussi bien. En gros, comment est-ce que tu expliques ça? Enfin, déjà, est-ce que c'est le cas, tu vois, ou est-ce que vous avez été surpris peut-être par les proportions que ça a pris? Bah, déjà, le premier vrai KPI à avoir, tu vois, nous, on l'a appris en parlant avec d'autres gens qui avaient fait des campagnes, c'est de regarder le nombre de contributeurs. Ouais. Parce que c'est tes clients à la fin, tu vois. Donc, en fait, ce qui va être affiché, c'est plus, c'est plus de l'image, tu vois. Par exemple, nous, on a mis 100 sachets, on en espérait 500 en vrai, tu vois. Mais on a mis 100 volontairement un peu plus bas parce que euh, tu passes dans un restaurant, s'il y a une file d'attente, tu t'arrêtes, tu regardes, s'il est vide, tu te dis c'est pas Ouais. bon signe, tu vois. Ouais, alors que C'est- si t'as 10 personnes qui arrivent, tout de suite ça change Bah ouais. la dynamique. Donc, il faut que ton restaurant soit plein quand les gens arrivent sur Ulule. Donc globalement, il faut que quand tu lances ta campagne publiquement, ta communauté ait déjà contribué à faire en sorte que ton restaurant soit plein. Ouais. Tu vois. Et ensuite, tu veux savoir comment on a fait pour pour Bah, j'imagine que vous avez dû activer votre communauté et que après ça s'est un peu répandu, peut-être de proche en proche. Enfin, je sais pas trop, tu dois avoir une explication Je sur. pense que j'ai eu un call la semaine dernière avec quelqu'un qui m'appelait pour discuter de Ulule. Ouais, Ouais, déjà pendant un mois avec Guillaume qui s'occupe de réel, photo, vidéo, mais plus largement, dès qu'on brainstorm sur des idées, sur de la création de contenu, sur du message de marque, on travaille ensemble. On a vraiment bombardé pendant un mois en termes de création de contenu. C'était non-stop, on publiait des vidéos tout le temps, on était toujours sur LinkedIn, sur Insta, on occupait l'espace un maximum. Donc ça, Ok, c'était un ouais. premier paramètre où on avait une grosse stratégie de création de contenu. Et Et c'était quoi comme vidéo par exemple c'était large, hein. Tu t'en rappelles, toi, de... C'était vraiment... Genre, on a fait une vidéo de lancement, après on a fait une deuxième vidéo de lancement, après on a fait une vidéo d'Odélise, c'était notre actrice, qui fait gagner un ticket d'or. Après, on a fait des vidéos, je sais pas, où on parle face cam et on tient les gens au courant. Enfin, c'était un spectre assez large, tu vois. Et après, par contre, ce qui fait vraiment le succès d'une campagne, pour moi, c'est la création de contenu, c'est essentiel pour attirer l'attention. Donc, genre des médias, des influenceurs et compagnie. Ouais. D'ailleurs, parenthèse, sur les influx, nous, on a pris des colis. On a été devant chez Webedia. On s'est posé avec des colis et dès qu'on voyait des influx passer, on les arrêtait, tu vois. Ah, énorme. Et ça a donné quoi ça? Bon, on a arrêté McFly et Carlito, on lui a parlé. On a arrêté Guillaume Play, tu vois, genre, Ouais. on lui a parlé. Et ils sont repartis avec des produits? Ouais, ils sont repartis. On a fini dans des stories d'Amixem, tu vois. Sympa. Donc franchement, on était des forceurs. On est globalement des forceurs, tu vois. Et ça, c'était au moment de Ulule aussi? C'est au moment de Ulule, ouais. En fait, tous les jours, on se disait, faut que dès qu'on démarre la campagne, déjà en amont, on avait préparé pendant longtemps parce qu'il y a eu le Covid. On devait lancer en avril, il y a eu le Covid. Donc on a appelé nos producteurs, La Poste, ils nous ont dit Le meilleur timing. pas ouf, tu vois, c'est bon, Ouais. on sait pas trop ce qui va se passer, donc on était en mode bon bah fait chier. Donc on s'est dit on va le faire en septembre, donc on s'est dit pendant 6 mois on va préparer à fond, tu vois. Donc on s'est mis 6 mois où on a fait du community building, donc on a envoyé des mails toutes les semaines. On a créé une extension anti-huile de palme où quand tu fais tes courses sur un site en ligne, tu peux scanner les produits, voir s'il y a de l'huile de palme. On a créé plein de contenus pour ramener des gens dans notre combat, tu vois, justement. Donc, tu as eu un gros travail en amont sur créer la communauté pour que le jour J, déjà, ça pète. Mm. Et après, pendant un mois, ouais, c'était de la création de contenu dans tous les sens. Et c'était Ok. assez intense. Mais chaque jour, on se disait vraiment comment on fait pour qu'aujourd'hui, on ait 100 contributeurs en plus. Tu vois. Donc, des fois, on se réveillait, on se dit, ah, faut qu'on appelle 100 journalistes, comment on fait, tu vois. Vous avez généré un max d'initiatives tous les jours Ouais, pour faire augmenter le truc. Et donc de 100, vous êtes arrivé à combien de contributeurs in fine? on est arrivé à 2400 contributeurs. Ok. Donc, en un mois, tu vois, on a fait, C'est énorme. une courbe. Ouais. J'en avais parlé avec quelqu'un qui avait aussi bien réussi une campagne. C'était pas du tout sur le même marché, c'était plutôt des fringues. Et C'est qui? c'est Louise de Soubac. Ok. Et en fait, elle, ce qu'elle m'avait dit que j'avais trouvé assez intéressant, c'est que elle avait commencé par bombarder sur sa communauté, Ouais. sur les gens qui la suivaient déjà et tout, en faisant qui était un peu son premier cercle de soutien, et Ouais. qu'il fallait vraiment activer dans les premiers jours pour que sa campagne démarre bien. Mhm. Et après,
tu avais deux effets positifs de ça. Le premier, c'est que le fait que ça ait bien démarré, alors je sais pas si c'est lié à l'algorithme du LUL, je sais pas comment ça fonctionne, mais Ah, t'es poussé. voilà, ça te mettait un peu en une finalement. Et le deuxième effet positif, c'est que les personnes du premier cercle potentiellement en parlaient, tu vois, Ouais, elles sont fières d'avoir à leur premier participé. cercle à eux. Ouais. Et donc, de proche en proche, en fait, t'allais toucher plus de monde, tu vois. C'est Ça- clair que les premiers jours, c'est très micro. Genre, nous, on envoyait des messages en one-to-one à plein de gens, à notre Ouais. commune, tu vois. C'est vraiment très, très micro. En fait, au début, t'actives en étant avec ta communauté, tes proches et compagnie. Ensuite, tu fais un lancement public, donc tu essayes de faire le maximum de bruit pour avoir de la visibilité. Au bout d'une semaine, ça retombe, parce que c'est normal, les gens n'ont pas que ça à faire, écouter ce que tu as à dire constamment sur les réseaux. Donc, tu dois relancer quelque chose pour attirer l'attention. Et après, ouais, c'est ça, hein, tous les 2 jours, tu dois globalement essayer de faire un nouveau coup d'éclat, tu vois. Ce qui n'est Hmm. pas facile. Par exemple, le dernier jour, on est passé sur France Inter à 12h30 dans une émission qui est pas mal suivie. Donc on a eu un gros pic, on a eu 600 contributeurs en genre 1 heure, tu vois. Énorme. Parce C'est dingue, que, c'est en 1 heure, 6 fois ton objectif initial, quoi. ouais, c'est ça. Parce que on avait genre Loïc qui avait envoyé des mails, des trucs, tu vois. On a vraiment, enfin, on essayait genre dès qu'on avait une idée qui pouvait permettre d'accéder à quelque chose, on le faisait. Ok, ouais. Et la contribution de base, c'était genre un pot de papa outan, ou t'avais peut-être plusieurs paliers de Ouais, t'avais plusieurs paliers. En fait, à montant. chaque fois, nous, on réfléchissait en mètres carrés sauvés. Ok, ouais. Donc le premier palier, c'était 10 mètres carrés, ensuite c'était 20 mètres, 30 mètres. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce qu'on avait mis 5 Golden Outan, où c'était un truc qui valait 1000 euros, tu vois. Et c'était 10 000 mètres carrés sauvés. Qui était caché dans des. Non, non, même pas, c'est vraiment un truc, genre une Ah contrepartie oui, à, ok, à 1000 d'accord. Ouais. euros Ah sur oui, non, le parce que je LUL. pensais au Golden Ticket Ah oui, non, de, ça on l'a de fait. Charlie et la C'est chocolaterie. le classique, tu vois, genre, c'est Ouais. le truc. Et là, on a mis 5 Golden Outan, on s'était dit, bon, personne va mettre 1000 balles pour acheter 10 000 mètres carrés, tu vois. Et si. Et si, on en a eu, on en a eu 5. C'est énorme. C'est marrant. Et tu vois, du coup, c'est là que tu vois que les gens de la commu, t'as des surprises de fou, tu vois. Genre, nous, une des personnes qui a mis 1000 euros, qui a acheté le Golden Outan, ça, on a tout reversé à l'assaut, tu vois. C'était vraiment pour reverser à l'assaut, ces Golden Outan. On a eu Cynthia, qui nous suit depuis le début. Si elle voit ça, gros bisous à Cynthia. Big up Cynthia. Et elle est incroyable, tu vois, elle nous suit depuis le début. Dès qu'on a quelque chose, on a besoin d'elle, on l'appelle, tu vois, on peut demander des conseils. Elle est toujours OP, enfin c'est incroyable, c'est trop Génial. cool. Et c'est le plus important, je pense, c'est que euh, on sous-estime beaucoup la communauté. Et si tu le vois juste comme un moyen, enfin, d'utiliser des gens pour avoir quelque chose, c'est pas très sain, tu vois. Et ça se ressent vite. Ouais. Euh, Nous, on essaie au maximum de servir les gens, tu vois. On se dit, bon, on veut qu'ils se sentent bien et que si on interagit avec eux et qu'ils nous donnent, on veut être là pour eux aussi. Bah, clairement, ouais. Surtout que. Enfin, surtout dans un stade encore jeune, c'est primordial. Et même, tu me dirais, une grande marque devrait faire ça aussi. C'est peut-être plus compliqué à mettre en place, mais Bah, je pense que c'est c'est quand plus même. simple pour une grande marque, tu vois. Alors, avec le CA qu'ils génèrent, Oui. ils prennent 3 personnes full-time qui passent leur temps à écrire des lettres, comme les lettres au Père Noël, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Ça va, tu vois. Genre, ça. Je crois que c'est Augustin de Michel Augustin. Ouais. On l'a rencontré, il nous disait qu'ils avaient payé quelqu'un pour envoyer des petites attentions, Génial. tu vois. Donc Dans les colis. ouais. Ou là, il entendait quelque chose et ils envoyaient quelqu'un pour livrer, tu vois. Ça C'est me fait intéressant. penser à. Et c'est pareil, genre t'as un pote, Kylian, s'il voit ça, qui lui a le cercle des créateurs, donc c'est une communauté de créateurs. Ouais. Et à Noël, avec sa copine, ils ont cousu des petits sacs, je sais plus trop, je veux dire n'importe quoi, mais en gros, ils ont créé un objet qu'ils ont envoyé aux gens, tu vois, avec un petit mot et tout. Ça prend du temps, mais en fait, c'est trop bien de faire des petites attentions comme ça, tu vois. Bah, c'est clair. Je trouve que ça touche quand tu reçois ça. Tu Mm. te sens. Enfin, ouais, tu sens que tu as une relation Ouais. un peu plus humaine que juste un numéro de suivi. Ouais, je pense que ça rentre dans une image de marque aussi, tu vois, ça fait un peu la différence. Ouais, je pense, mais ça peut être appliqué à tout, tu vois. C'est juste que tu recrées du lien avec les gens qui sont à la base, c'est tes clients, tes utilisateurs, enfin, tu peux appeler comme tu veux, mais c'est des gens, sans eux, t'existes pas, tu vois. Mhm. Ça, c'est un truc aussi que les grandes marques ont un peu oublié, tu Oui, vois. clairement. Genre, Ouais. si demain, genre, les gens se détournent d'un produit, le produit se casse la gueule. Donc, c'est important de remettre les gens qui font en sorte que ton produit vive au centre de tout. Mais ça, c'est une manière de voir aussi, oui, le branding, tu vois, la manière dont l'entreprise, genre la culture de boîte et compagnie.
Là où Michel Augustin était très fort, par exemple, pour ça. Mmh. Clairement. Ça, toujours dans l'esprit de communauté, on peut peut-être parler de votre tour de financement. On viendra à Monoprix juste après. Ouais. Donc financement que vous avez fait avec votre communauté, justement, ce que tu me disais. Donc j'imagine qu'on est, on est un peu plus loin dans l'histoire. On est toujours sur les mêmes bases de communauté qui vous a suivi. Donc certains dès la pétition, après qui ont pu commander vos premiers produits. Ulule. Là, vous avez une base de personnes assez engagées. Ouais. Et donc là-dessus, vous décidez, quand vous voulez vous financer, de faire appel à eux. Le chemin était un peu plus long parce qu'en J'ai un gros, peu simplifié. non, mais en vrai c'est ça. Mais en fait, on a fait appel à notre communauté. Au début, on a lancé la levée de fonds en allant voir des investisseurs classiques. Oui. Il s'avère qu'avec Loïc, on est assez radicaux dans notre manière d'interagir avec les investisseurs parce qu'on n'a pas envie d'avoir des gens qui pensent juste à leur porte-monnaie alors qu'on est en train d'avoir un projet où on soutient des assos. Et du coup, là, vous allez voir genre des VC, des BA, des trucs BA, un peu. des fonds, tu vois. Et il y en a qui ça match, on a des très bons investisseurs, tu vois, Ouais. des anciens de l'agro, des gens qui ont monté des boîtes et qui marchent très bien. Et ça match très bien avec eux. Mais par contre, t'en as avec qui ça va pas du tout. Il y a un gap, tu vois, genre De culturel culture, qui était qui assez est énorme. grand. Parce que, en gros, quand tu dis que ça match, c'est que c'est des personnes qui partagent totalement le côté engagé et qui sont pas là juste pour faire un coup financier. Enfin, ça compte pour eux, mais il n'y a pas que ça, quoi. J'imagine. Même au-delà de ça, ils ont pas. Enfin, tu vois, quand tu investis dans une petite boîte comme ça, tu as confiance. Tu vois. Enfin, je pense Ouais. que c'est beaucoup une question de confiance. Et quand tu vois des gens un peu radicaux dans leur manière de parler, eh ben, il y en a qui ça va faire peur, tu vois. Alors au contraire, Loïc le dit souvent, et je suis totalement d'accord avec lui, c'est notre radicalité qui va faire notre cohérence sur le long terme, tu vois. Parce qu'on serait juste là pour être millionnaire et rouler en Porsche, ça se verrait très vite, et dans 5 ans, la marque, ça servirait plus à rien. Ouais. La réalité, c'est que nous, on n'en a rien à foutre de notre enrichissement personnel. On veut vraiment créer des produits pour soutenir des assos. Donc, ça peut faire peur, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Ceux qui ont peur Oui, reviendront dans 2 ans et se diront ok, je vais mettre un petit billet. ils auront raté un truc. Mais du coup, vous en trouvez en tout cas qui n'ont pas peur de ça et qui au contraire sont même Ouais, preneurs, quoi. ouais, ils voient la force, tu vois. Par exemple, Alex Dana, qui est le fondateur de Live Mentor, Ouais. c'est le premier qui a investi. Moi, je me rappelle lui avoir parlé de Papa Outan, de Nemo et de la vision qu'on avait de l'agroalimentaire et sur le long terme. Et il m'a dit qu'on était des malades, mais qu'il était, il était totalement aligné et qu'il allait nous suivre, tu vois. Et c'est le bien. premier, il n'a pas hésité une seule seconde et il nous suit. Et il nous conseille trop bien, il est super présent pour nous. C'est devenu un ami, c'est trop bien, tu vois. Donc, c'est pas plus mal parce qu'au final, les gens pros qui ont investi, enfin, je veux dire les gros BA, c'est des gens où on match très bien avec eux, tu vois. Du coup, le lien, il est beaucoup plus profond que juste, ils nous appellent de temps en temps pour nous demander où on en est. Par exemple, on a un BA quand il investit, ou moi je lui ai pitché, je parle à un BA, du coup je parle à un BA, tu vois. Il me dit ouais, c'est très bien, mais c'est quoi votre impact concret, tu vois. Il me dit qu'est-ce que vous allez sauver. Du coup, bah, je lui parle de l'assaut, il dit ok, bah là ça m'intéresse. Et il investit parce que lui, il souhaite investir pour pouvoir mesurer son impact. Ouais. Et c'est intéressant parce que tu as, de plus en plus, je pense, d'investisseurs et de fonds qui vont se tourner vers ce genre de business parce qu'ils se rendent bien compte que faire du business classique, si tu n'intègres pas certaines composantes dans ton entreprise, dans 10 ans, t'es mort, tu vois. Ouais, c'est clair. Et j'ai l'impression que, moi, limite tous les matins, je reçois dans la newsletter de Madines, je vois un article sur une boîte qui lance son fonds à impact. Enfin, on parle Ouais. que de ça maintenant. Donc c'est vrai que ça se trouve aussi chez les business angels, j'imagine. Ouais. Donc non, c'était un peu compliqué, mais on s'en est sorti. À un moment, on a rencontré Karen, qui a monté la marque Keep It, qui est une marque d'électroménager garantie à vie. Elle nous a parlé qu'elle avait fait appel à sa communauté pour compléter sa levée de fonds. Donc on a parlé avec, on s'est dit putain, génial, on est bête même de ne pas y avoir pensé avant, pas l'avoir Ouais. fait. Donc on a shooté un mail à la communauté en leur disant bah, voilà, on a cette idée, on a besoin d'autant, ça va servir à recruter, à prendre des locaux, structurer et compagnie. On leur a tout expliqué de manière très transparente. Et on a eu là en 2 mois, où on a lancé le mail début juillet, là on est en train de finir, donc dans 8 jours, si des gens veulent investir, c'est fini. Et on Ok. va atteindre les 120 000, 130 000 de financement de la communauté. Où c'est des billets minimum de 500 euros, mais qui font qu'à la fin, notre premier investisseur, c'est la communauté. Tu vois. Donc c'est Trop intéressant. bien.
Et du coup, là, donc vous avez un peu comment dire, un rassemblement de business angels et de plus particuliers, si on peut dire, comme toi et moi, mais qui veulent investir. Ouais. Ça fait combien de personnes à peu près tout ça? On a environ 90 personnes. Ok, ouais. Et on peut parler de montants ou c'est peut-être encore un peu confidentiel En tout? Ouais, Ah non, non, complètement. Nous, on visait les 300 000 en tout. On va approcher, je pense, les 280 000 à la fin. On croise les doigts, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, même avec 250 000, on s'en tire très bien. On pourra évoluer. Parce que nous, on a aussi quelque chose de... Enfin, on a un produit physique, on a des contrats avec la grande distrib et compagnie. oui. Donc, on peut aller voir des banques. Et c'est mieux pour nous parce que c'est non... Enfin, c'est pas dilutif. Tu Bah, vois. clairement, ouais. Donc, D'ailleurs, c'est un peu la norme. Nous, quand on a levé, à chaque fois, on nous disait allez-y, ouais. allez demander des prêts. Et en fait, l'expérience nous a montré que tu peux récupérer, c'est pas le terme, mais tu peux emprunter et avoir en subvention avec les différents Mhm. organismes de subvention, genre BPI et la région, autant que ce que tu as levé en capital. Oui, Donc bah oui. ça fait x2 et c'est assez confortable. Ouais. Ouais. Top. Il nous reste une dizaine de minutes si on déborde pas. On va parler Ok. de Monoprix, de la grande distrib en général. Ok. Donc moi j'ai vu c'était il y a quelques mois sur LinkedIn que tu commençais à parler de concours avec Monoprix, puis il y avait des trucs qui se passaient et tout. Et il y a quelques semaines, Ouais. quelques mois peut-être maintenant, c'est bon, il y a eu le feu vert. Mhm. C'est fait, donc bah, en gros, ce qui peut être intéressant, je pense, puis aussi pour les personnes qui nous regardent et qui envisagent de faire des partenariats avec la grande distribution, serait de comprendre un petit peu bah, déjà comment ça s'est mis en place, comment vous avez initié les discussions, et puis Ouais. après on parlera peut-être plus de ce que ça implique pour vous en termes d'organisation et tout, parce que j'imagine que c'est vraiment un autre délire que quand tu es sur ton site Shopify un peu tranquille tout seul, quoi, Ouais. même s'il y a déjà du taf. Du coup, bah, comment ça s'est initié à la base? Comment vous êtes entré en lien avec Monoprix du coup? Déjà, je précise que je rentrerai pas dans le détail parce que c'est Loïc qui gère le sujet, donc Ok, ouais. je déborde pas, je vais pas déborder sur son sujet. Il serait beaucoup plus pertinent que moi pour te parler de grande distribution, de création de chaîne de valeur et de financement. Euh, mais globalement, ça s'est fait. Ils ont fait un concours pour leurs 90 ans Ok. avec Ulule, euh, où ils voulaient référencer des nouvelles marques. On a postulé, donc on leur a envoyé des prototypes du pot et du sachet. On est passé devant un jury avec le DG de Monoprix, si je dis pas de bêtises. Ah, ça Et va être un moment bien détente ça. nous, on n'était pas là, on n'était pas là. T'envoies juste, en plus, Ah, t'envoies juste tes produits, ok. tu vois. Donc, Mais en t'es pas plus, là pour pitcher, non, 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 c'est t'es eux pas là. qui. Non, Ok. non, ils prennent le produit. Bah, tu sais, mais d'un côté, je comprends, dans la grande distrib, le produit sera en rayon, on sera pas là pour pitcher, tu vois. Ouais, c'est Donc vrai. en fait, les gens vont passer. S'ils s'arrêtent, déjà, c'est une victoire. S'ils prennent dans les mains, c'en est une deuxième. S'ils l'achètent, c'est qu'on a gagné, tu vois. Mais ce process-là, ça prend du temps parce qu'il faut comprendre, itérer, retravailler ton produit, ton Ouais. message. Enfin, c'est un processus qui va être. Là, on démarre un nouveau combat, tu vois. Ouais. Alors ça du coup on va y venir juste Ouais. après, mais donc juste pour finir le process initial, donc ils reçoivent, ils testent, Du coup, il reçoit. le Donc, DG goûte Papa Outan. le DG goûte. Il lit le petit mot qu'on lui a mis dedans. On a mis un petit mot qui était écrit par notre mascotte, tu vois, par Papa Outan. Ouais. Genre, salut, tu as entre les mains la première patate à recharger de l'univers, blablabla. Donc, avec le ton, tu vois. On parle comme un enfant. Et il y a 450 participants. T'en as 8 qui sont retenus. Sur les 8, t'en as 2 qui font qui sont dans la food, dans la nourriture. Et on fait partie des 2. Le ratio est pas mal. Le ratio est pas mal. Tu vois. Donc là, on se dit, ok, putain, c'est ouf. Donc on se retrouve, tu vois, avec des marques comme les Mini-Mondes, tu vois. Ouais. On se dit, attends, incroyable, enfin, c'est trop bien. Euh, donc à partir de ce moment-là, bah, on arrive chez Monoprix. Enfin, on signe avec eux. On participe Et- à leur communication pour leurs 90 ans. Ok, ouais. Et là, c'est Loïc qui s'occupe de tout ce qui est négociation. Mais ce que je peux dire des négos avec la grande distrib, c'est que déjà la grande distrib est en recherche de produits comme les nôtres, parce Mm. que les attentes des citoyens évoluent beaucoup plus vite que les industriels. Tu Ouais. vois. Donc les pratiques, elles sont très en retard comparées aux attentes des gens. Clairement. Donc la grande distrib, c'est des distributeurs, hein, tu vois, ils veulent vendre des produits qui se vendent bien. Ouais. Donc nous, si notre produit se vend bien, bon bah c'est bénéf pour eux, c'est bénéf pour nous, et c'est bénéf pour l'asso qui à la fin sauve la forêt. Donc on a pas trop de mal avec eux, surtout qu'on est tout petit. On verra comment ça se passe, on en reparlera dans 5 ans, tu vois. Mais pour Clairement. l'instant, c'est assez tranquille.
Et du coup, j'imagine, bon, même si c'est vrai que c'est peut-être plus le sujet de Loïc, que tu dois avoir un peu ça en tête. Ils ont dû vous demander peut-être ou entraîner des évolutions dans votre produit, dans même votre manière de fabriquer et tout. Vous devez vous adapter un peu, j'imagine, pour pouvoir les servir. Euh, Bah, en fait, pour les servir, une fois que tu es en grande distrib, c'est le début et faut être. Enfin, tu peux plus jouer en tant qu'amateur, tu vois. Ouais, Parce que par exemple, si on livre pas des produits, bah forcément on aura des pénalités, ça va être compliqué. Enfin, c'est pas bon, tu vois. C'est pas bon parce que nous, quand on va être dans le rayon, on aura un espace linéaire. C'est comme une place de parking. Chaque centimètre carré devrait être rentabilisé. Tu vois, donc si un jour le produit manque parce qu'on a chié sur la livraison, eh ben, eux perdent de l'argent. ouais, Donc ils sont pas contents, donc ils nous disent on perd de l'argent, donc ben, pénalité. les gars, faut payer. Donc effectivement, quand tu rentres en grande distrib, c'est ce qu'on est en train de préparer depuis quelques mois. Déjà en termes, nous de com avec Guillaume, on est en train de travailler à fond pour qu'on soit très chaud en termes d'action qu'on veut mettre en place. Parce que sur la com, vous avez une marge de manœuvre sur place. Parce qu'en fait, Sur, finalement, à part votre pot, j'imagine que tu bah, veux pas mettre un gros kakémono dans l'allée en disant regardez, on est là. bah, tu peux, mais en fait c'est la grande distrib, c'est la grande distrib, mais en fait les moyens d'agir c'est très micro, tu vois. Par exemple, si tu prends, tu sais qui, Ouais, ils ont une armée de commerciaux, des chefs de secteur. Donc, tu as un ouais. chef de secteur qui va être responsable de Paris Nord, qui va avoir des gens sous lui qui va envoyer en magasin. Les gens en magasin vont aller voir les chefs de rayon, vont dire ouais, salut Patrick, ça va, ouais, ça va, tes enfants vont bien. Ils les connaissent, tu vois. Ouais. Ils vont voir la prime ou le directeur, ils vont dire ouais, ça te dit pas qu'on mette une promotion, qu'on mette un PLV ici, tu vois, qu'on mette une petite étiquette autour du prix pour que, tu vois. Donc, c'est tout un process. Et ça, on va devoir le faire, donc trouver notre mix marketing. Donc, ce qui fait que quand une personne rentre, se balade dans un quartier, elle voit qu'il n'y a pas autant pas loin, qu'elle rentre dans le magasin et qu'elle l'achète. Enfin, il faut qu'on craque l'équation qui fait que ça marche bien. Donc, en A/B testant plein de dispositifs différents. Et après, pour les déployer, ouais, effectivement, ça va être compliqué, tu vois. Ça va être compliqué, mais on prépare une approche très différente des grandes marques où, encore une fois, on est une communauté, tu vois. Donc, toi, bah, tu vas avoir un magasin près de chez toi. Ouais, j'ai un monoprix à 200 mètres à peu près. Bah, tu vois, peut-être que si je te demande, bah écoute, est-ce que toutes les semaines tu peux aller prendre une photo des rayons pour voir si le produit est bien placé? Mm. Et si tu le fais, tu sauves 1 mètre carré de forêt. Tu vois, je te dis ça. Tu seras peut-être motivé à le faire, tu vois. Je pourrais le faire. Tu pourras le faire. Donc si on arrive à créer des systèmes communautaires qui font en sorte que on a des flottes, tu vois, de gens qui partout en France peuvent nous faire remonter de l'info, Ouais. parce que c'est le nerf de la guerre, c'est d'avoir de l'info en rayon, et ben on pourra potentiellement rivaliser avec des grands, tu vois. Mais effectivement, c'est compliqué parce que la grande distrib, c'est tentaculaire. Et par exemple, on parlait à Augustin, ils ont déployé des millions, tu vois, pour s'imposer en rayon. Ça a Ouais. pris 15 ans et ils ont dépensé beaucoup Oui, d'argent. parce que le chef de secteur. Alors, à la limite, donc la partie vérifier que tu es bien référencé, ça, donc moi, je peux te le faire avec un doux plaisir. Mais aller négocier avec Francis, qui dirige mon monoprix de quartier, je vais peut-être avoir un peu plus de mal à le faire, tu vois. Et donc là, pour ça, vous allez devoir staffer une équipe, là, peut-être. Bah, en fait, Ou- t'as as plusieurs modes d'action, hein. Tu peux avoir des modes un peu pirates, tu vois. En fait, par exemple, c'est qui le patron, la marque du consommateur? Ouais, C'est un case study qui est assez intéressant parce que l'industrie laitière, c'était une industrie qui se pensait intouchable. mm, Donc, je disais, bon, bah, c'est bon, on a installé, personne ne va pouvoir nous prendre nos parts de marché. C'est qui le patron arrivait avec une approche très communautaire et ont écrasé complètement cette industrie. Et ils sont en train d'être la première marque, tu vois, dans les ventes de briques de lait. Et par exemple, eux, ce qui est intéressant, c'est que leur communauté est tellement engagée qu'ils vont aller eux-mêmes faire des animations magasin. ok, Donc c'est toi, énorme demain, ça. tu vois, genre à force, tu pourrais te dire, tu pourrais avoir le chef de rayon et lui dire, bah écoute, moi, je peux faire une animation pour Papa Outan. Ouais. Est-ce que t'es chaud? Ils vont m'envoyer un kit, tu vois. Donc tu reçois un kit avec ton truc, ta petite casquette Papa Outan et tout. Et, Ah, c'est énorme. tu vois. Donc t'as des nouvelles approches qui peuvent être explorées. Mais effectivement, après, de toute façon, c'est. Nous, on est dans une culture du bootstrap permanent. Tu vois, ça Ouais. fait 3 ans, on est deux et demi dans la boîte et on fait tout à la main. Donc Ouais, non, c'est vous avez. culturel, tu vois. On va essayer Ça, de. ça pousse à la créativité et à la résilience. Ouais. Et en termes de production, Mhm. est-ce que ça vous a amené à devoir modifier peut-être la manière dont vous produisez vos pots ou vos recharges? Le fait de devoir penser pour la grande distrib? Euh,
Loïc a passé beaucoup de temps sur la chaîne de valeur, donc de la matière première à la transformation, au transport, à la logistique en arrivant à la grande distrib. Ouais. Et en fait, il est très fort déjà. Et il a fait en sorte qu'on puisse absorber des chocs. Parce que par exemple, dans la grande distrib, on va faire des pilotes. Donc on va faire, je sais pas, imaginons que dans un an, on arrive chez Intermarché, par exemple. Mm. On va arriver à faire des pilotes chez Intermarché. Ouais. Pendant 6 mois, les pilotes se passent bien. Et d'un coup, Intermarché va nous dire bah, vous êtes maintenant dans 1400 Intermarchés de France. Tu vois, donc là, c'est un choc. Tu dois pouvoir l'absorber en termes de production, de logistique et compagnie. Donc, ces chocs-là, Loïc a beaucoup travaillé dessus pour qu'on puisse les absorber. Ok. Donc, ça veut dire, là, on a un outil de prod qui a une capacité d'autant par mois. Eh ben, on a déjà fait des devis avec telle personne qui peut en faire 10 fois plus. On a déjà appelé celui qui nous vend la matière première pour voir si, tu vois. Et mais c'est d'une complexité sans. C'est vraiment une couche de complexité à chaque fois qui s'accumule, tu vois. Mais du coup, vous avez la possibilité, si on vous dit, allez, dans 2 semaines, on passe de 1 au champ à 100, vous savez en gros quel est, même sans aller dans le détail, tu vois, votre délai de réaction et vous êtes capable Ouais. de suivre là-dessus, quoi. Ça, c'est fort. Mais on recrute d'ailleurs quelqu'un, si quelqu'un voit cet appel, on recrute quelqu'un pour la supply chain. Donc je pense pour vraiment que tout soit millimétré. Donc on recrute un alternant pour pouvoir prendre ce sujet-là et que tout soit justement beaucoup plus processisé. Parce qu'encore une fois, on est deux ennemis, tu vois. Ouais. Donc entre gérer la levée de fonds, genre ça là en fait ce moment beaucoup de sujets. on fait du RH, tu vois, donc Loïc gère ça. Gérer la matière première, les relations avec les producteurs, les packaging, les imprimeurs, enfin tu vois, t'as 10 000 partenaires dans tous les sens que tu dois synchroniser. Parce que si à la fin t'as oublié d'appeler l'imprimeur et de t'assurer que les délais sont bons, et ben ça fout la merde de 2 semaines sur ton Gantt, tu vois. Donc, Ouais, tu vois, clairement. tu peux très vite genre avoir des trucs qui font que ça bloque un moment. Ouais, tout ça, il faut bien l'anticiper. Ouais. Et je pensais à un truc. Là, donc, tu m'as dit que vous allez aussi rentrer chez Carrefour. Ouais. Carrefour, là, pour le coup, c'était pas un concours, enfin, vous avez contacté autrement. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait par quelqu'un de la communauté Ok. donc, qui aime le produit et la marque et qui nous a poussé auprès de Carrefour. Ok. Donc après on est rentré en discussion avec et c'est Loïc qui s'est occupé de tout ça. Et on devrait commencer aussi les pilotes avec eux dans quelques semaines. Top. Ça on l'a pas encore fait de grosses annonces, tu vois. Je distille un peu l'info C'est, partout. Tu on vois. a une première là. Ouais. C'est pas une première, mais en tout cas, j'ai déjà distillé un peu partout. Si tu lis vraiment ce qu'on écrit, tu vois, par exemple la commu, avec la levée de fonds et compagnie, tu vois. Hmm. Mais on n'en a pas encore fait. D'ailleurs, on a une vidéo très marrante pour annoncer Carrefour. Ah. Et alors, ça sort quand cette vidéo? Bah, on sait pas. En fait, c'est toujours le truc de la grande distrib, c'est que nous, faut qu'on soit prêt avant de rentrer dedans, parce que dès qu'on rentre, tu peux plus. Enfin, c'est un marathon, tu vois. Ouais, clairement. Donc là, on attend, on est encore en train de se roder. D'ici quelques semaines, on va être prêt avec le pot, on aura tout fini. Tu vois, on aura un outil industriel prêt. Oui. Parce que Donc, là, on du pourra coup, se lancer. ce que tu m'avais expliqué, c'était que le pot, en fait, c'est un peu une nouveauté qui est pensée pour la grande distrib. Ouais. C'est Et- un exclu vraiment dédié à la grande distrib. Ok. Et du coup, ça vous demande forcément un temps d'adaptation. Quand est-ce que vous arrivez, enfin, est-ce que tu as une idée, tu vois, d'une date à laquelle ça y est, on pourra vous trouver dans les rayons? Parce que là, pour l'instant, c'est encore un peu en construction. Bah, nous, à la base, on visait début septembre. Après, on a visé début octobre. Tu vois. Là, on vise début novembre. Ok. Donc, tu vois, en fait, c'est toujours un truc où, par exemple, là, le pot. Alors moi, j'ai ma casquette branding et compagnie, mais je m'occupe de la R&D. Donc, j'ai fait la recette sur le premier produit. Le pot, il n'y a pas d'huile dedans. Ouais. Donc au début, on s'est dit ça va être tranquille, tu vois. On va prendre la poudre, la mettre avec de l'eau, la mettre dans un pot et c'est fini. Sauf qu'on est bien mignon, mais en fait, de l'eau, c'est un agent pathogène. Enfin, c'est quelque chose où les bactéries se développent très rapidement. Donc si tu veux vendre une pâte à tartiner avec de l'eau dedans, il faut que tu un procédé de stérilisation. Donc il faut que tu stérilises tes pots. Hmm. Mais stériliser une pâte à tartiner, pour trouver quelqu'un qui le fait en France, tu vois, Ouais. faut être chaud, tu vois, faut y aller. Ouais. C'était un peu compliqué. Une fois que tu as trouvé cette personne, il faut que tu comprennes le procédé de fabrication. Comment tu stérilises, pourquoi tu as une perte de saveur quand tu stérilises à autant de degrés, genre la noisette. Donc, du coup, comment faut la travailler avant, tu vois. Tu as tout ce process-là. Ensuite, tu dois faire des tests. Donc, tu as tes premiers tests. Ensuite, tu dois faire les tests industriels pour voir si ton test marche bien sur des productions, en t'assurant que toute la matière première que tu reçois, elle soit toujours linéaire
pour pas que ça saute d'une production à l'autre, Ouais. pour pas qu'un jour tu fasses 5000 pots, et en fait la noisette est plus grosse, du coup ça fout la merde, et tu vois. Donc il faut que tout soit lisse tout le temps. Donc en fait, entre l'étape où tu as l'idée, tu trouves la personne, et l'étape où tu es prêt industriellement à sortir 10 000, 50 000, 100 000 pots par mois, et ben t'as des marges, quoi, tu vois. Ouais, que t'avais forcément pas anticipé Non, quand t'as dit c'est bon, t'arrives chez Monoprix, quoi. c'est pas, on peut même pas l'anticiper parce que bon, déjà on débarque dans l'agroalimentaire et on est en train de créer un produit qui n'existe pas trop, tu vois. Ouais. Une pâte sans huile, t'en as une autre sur le marché. Euh, mais on a une simplicité de recette qui fait que le produit est très simple, mais du coup, faut le créer, quoi. On aurait pu foutre de l'huile de palme dedans, ou de l'huile de tournesol, ou n'importe quoi, et on l'aurait fait en 2 jours, tu vois. Genre, Ouais. on veut Ouais, faire une clairement. pâte à tartiner classique, on appelle un producteur qu'on connaît, tu vois, on a des contacts, on a mappé un peu tous les gens qui font de la pâte à tartiner, et on peut lancer une production très vite, mais du coup, c'est pas du papa autant. Ouais, clairement. Non, mais c'est bien, vous avez des challenges à la hauteur de votre engagement. Ouais. Et est-ce que pour finir un peu sur la grande distrib, tu aurais peut-être un conseil ou un tips pour quelqu'un qui voudrait être référencé mais qui n'aurait pas forcément, tu vois, une occasion, genre un concours ou des contacts ou je sais pas quoi. Ce serait quoi un peu la porte d'entrée pour quelqu'un qui crée une marque, peut-être qu'on peut supposer engagé, qui veut attaquer la grande distrib, quoi. Bah, déjà, je pense travailler sa marque, Mm. parce qu'en fait, quand tu vois la grande distrib, bah, c'est des grosses marques dedans, tu vois. Et quand tu imagines ton produit en rayon, tu n'auras jamais les forces commerciales et de marketing de ces grandes marques. Donc, faut jouer sur d'autres armes. Donc, je pense que le branding, c'est un truc qui est super important pour s'imposer en rayon. Ouais. Et du coup, pour attirer l'attention aussi de la grande distrib, la communauté, c'est pareil. Tu vois, si demain, euh, je sais pas, si demain, tu as 500 personnes qui viennent sonner à la porte je sais pas, de Carrefour, tu vois, tu lances ta marque, tu réunis une communauté. Et dans tout Paris, tu dis aux gens, bah, allez dans votre Carrefour près de chez vous, allez parler au directeur de magasin et demandez-lui s'il y a la marque que tu viens de créer, tu vois. Ouais. Et ben au bout d'un moment, si toutes les semaines ça se passe, tu vois, au bout d'un moment, les directeurs vont commencer à appeler le siège et se dire, attends, ça fait quand même 30 fois qu'on me demande si j'ai ce produit-là, donc tu vois. Ça, vous l'avez fait? Non, pas encore. Mais je pense que c'est des moyens où, tu vois, où, pour essayer d'attirer l'attention, tu vois. Ouais, clairement. Donc en fait, t'attaques des deux côtés, quoi. À la Bah, fois côté siège et en même temps ouais. côté terrain où tu montres qu'il y a un besoin. Parce que finalement, c'est vrai que le terrain est capable peut-être de mesurer un besoin d'une certaine manière comme ça aussi, quoi. Mm, mm. Je pense que tu vois, philosophiquement, en tout cas dans notre culture, moi j'étais très influencé à l'époque par tu vois, The Family et compagnie. Tu Ouais, vois. Moi, genre, je sais pas, c'était en 2013, et c'est le moment où je commençais à m'intéresser au monde des startups. Et le côté pirate, il était très présent dans le monde des startups, par exemple, tu vois, ouais, où tu devais pirater parce que ben, on n'a pas le choix. ouais, clairement. Je pense que quand tu es une petite marque comme Papa Outan, si t'as pas des moyens extraordinaires, faut y aller le couteau entre les dents parce que bah, t'as pas le choix, tu vois. Genre, Ouais. là, on n'a pas de moyens, on a très peu de temps et on a beaucoup d'enjeux. Donc si on pirate, si on n'y va pas, faut qu'on enfonce des portes, tu vois. Ouais, c'est clair. Il y a quelqu'un qui nous regarde, qui a essayé d'acheter, et qui est arrivé sur le site et qui a vu produit en rupture de stock. Ouais. Bon, alors du coup, on en a un peu parlé à l'instant, mais peut-être que tu peux lui donner une réponse, je sais pas, lui Bah, passer un message. on était en rupture de stock on est encore parce qu'on a revu la recette il y a 6 mois. Bah, c'est la nouvelle recette qui va arriver chez Monoprix. C'est celle qu'on a goûtée ce matin? Ouais. Ok, elle est top. Voilà, parfait. Euh, et du coup, quand on a revu la recette, donc on a revu plein de choses dans l'outil de production et compagnie, et on va relancer une production bientôt pour l'arrivée en rayon, justement. On va lancer un abonnement aussi sur notre site, où par exemple sur notre site, on a vraiment conçu une offre spécialement pour le e-commerce. Hmm. En fait, on a un produit qui est distribuable en poudre, donc c'est très facile de l'envoyer, de la mettre dans des colis, tu vois, d'avoir un système logistique assez optimisé. Donc on aura un produit, c'est la même poudre, la poudre est pareille partout. Sauf qu'en ligne, elle sera toujours en version à faire soi-même. En magasin, tu auras à faire soi-même, donc l'éco-recharge. Et en plus, le pot, elle est déjà reconstituée. Donc, on arrive bientôt en ligne. L'abonnement va se lancer dans quelques semaines, avant l'arrivée en rayon. Tu auras aussi, si tu veux pas t'abonner, des packs pour débuter, tu vois, donc, Ouais. avec ton pot doseur et tes sachets. Et après, chez Monoprix, ça va être bientôt. Mais c'est vrai que là, on est en train de retravailler le site. On est en train de structurer une équipe, tu vois, ce qui finalement, en fait, on est deux. On est en train de lever, de lancer des nouveaux produits,
de recruter une équipe et on commence à avoir. C'est des sujets de l'ombre, tu vois, qu'on n'a pas montré Ouais, forcément, clairement. mais on commence là, dans les prochaines semaines, on sera au clair sur ça. Et il y a un truc que je trouve intéressant d'ailleurs, c'est que tu vois je trouve que souvent ce que fait une boîte au début, dans les premiers mois ou les premières années, ça montre un peu forcément ses priorités. Ouais. Et moi, quand je suis allé voir il y a quelques semaines sur le site et que j'ai fait le même constat effectivement que pour l'instant vous étiez en rupture de stock, Mhm. je me suis dit, c'est marrant parce que pour moi qui viens un peu du monde e-commerce où tu sais, tu as plein de petites tactiques pour essayer de retenir, de fidéliser et tout. Tu sais, as des pop-up pour capturer des Mhm. mails, tu vas avoir, si tu as un produit en rupture de stock, tu vas avoir un truc back in stock où en fait tu dis Ouais, aux tu gens, mets- bah, lâche ton mail et puis on t'envoie un mail quand c'est dispo. Mhm. Et ça, c'est des trucs que vous avez pas tellement fait pour l'instant parce que je trouve que votre site, Non. tu vois, il m'a pas agressé. Non. Et je trouve que ça rejoint un peu le côté finalement engagé. On voit que votre priorité, elle est pas là, tu vois. Mhm. Et que vous le faites parce que bah, vous développez une marque et évidemment vous allez faire du business. Mais vous avez pas été dans la suroptimisation comme ça de Ouais. tactique marketing, quoi. C'est comme les promotions, tu vois. C'est un truc qu'on fera sûrement jamais. Mm. C'est pas un truc. Enfin, nous, faire une promotion sur notre produit, ça implique plein de trucs derrière. Donc, ça implique des trucs sur les matières premières, les manières dont on gère avec nos producteurs et compagnie. Ouais. Et au niveau de la publicité, par exemple, on n'a pas envie d'agresser les gens. Tu vois, c'est vrai qu'on n'a pas envie de Ouais. leur foutre de la pub à chaque fois dans la gueule. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais du coup, vous avez jamais genre fait d'ads ou des trucs comme ça? On a testé de faire de l'ads sur Ulule, on a mis genre 100 euros, un truc comme ça. Ça marchait bien. Mais Tu veux dire que c'était en sponsor dans Ulule ou vous étiez genre sur Facebook sur Ads? Insta, on a fait des Ok, stories, d'accord, ouais. tu vois. En mode, venez sur Ulule, on a une campagne en cours et tout. Mais on le fera sûrement un jour. Et encore, tu vois. Je préfère donner mon argent à Shani de Calawet qu'à Marc de Facebook, tu vois. Ouais. Donc, tu vois. Donc on verra. On verra. Franchement, on n'est pas fermé à l'idée. Si ça peut nous ramener, tu vois, à la fin des clients. Mais concrètement, c'est pas du tout notre expertise. Et pour arriver demain, l'abonnement, quand il sera lancé et qu'on aura de la donnée, tu vois, sur toutes les notions de churn, de coût d'acquisition Ouais. et compagnie, là, on pourra se dire, ok, on peut commencer à réfléchir dessus. Et ça arrivera sûrement, mais pour l'instant, non. Mais il y a un boulevard, tu vois. Ouais, clairement. Il y a un énorme boulevard, ouais. Clairement. En fait, nous, notre cœur de. Là où on est bon, c'est dans la création de contenu. Et dans les tactiques un peu organiques, tu vois. Mais c'est des choses qu'on va devoir améliorer aussi, tu vois. Ok, ok. On Bon, fera appel à vous. il est 11h10, on a un peu dépassé. Peut-être dernière question pour conclure. Est-ce que si tu croisais là le Thibaut il y a 2-3 ans qui commençait à bosser sur le projet, Ouais. qu'est-ce que tu lui dirais pour, je sais pas, pour qu'il trace ou qu'il évite certains des écueils ou j'en sais rien, qu'il soit bien lancé, tu vois, dans le projet? Je sais même pas si je lui parlerai, tu vois. Non, mais en vrai, je lui dirais prends ton temps. Tu vois. Parce qu'en fait, je pense que toutes les merdes qu'on a fait, Ouais, c'est super utile aujourd'hui. c'est des merdes nécessaires. Ouais, tu vois. C'est Ouais. des trucs où, heureusement qu'on a fait certaines erreurs. Parce que demain, quand on arrivera quand on va grandir, on se rendra compte, ces petites erreurs-là, en fait, c'est des trucs qui paraissent ridicules aussi maintenant, tu vois. Hmm. Parce que là, on fait encore des erreurs, on a encore des problèmes, mais quand je me projette dans 5 ans, ces petites erreurs, ces petits problèmes, c'est des gouttes d'eau, tu vois. Ouais. Et oui, et globalement, maintenant, je pense que je suis aussi plus zen. Et enfin, je lui dirais, c'est pas grave, tu vois. Ça va aller, ça va le faire dans tous les cas. Tu vois, que ça marche ou que ça marche pas, l'important, c'est aussi de kiffer la route, tu vois. Si, genre, ce que tu fais au jour le jour, ça t'emmerde, bon, bah, tu peux arrêter, même si à la fin tu sauves la forêt. Si Ouais. aujourd'hui je suis malheureux, ça sert pas à grand chose que je continue dans la voie que je suis en train de faire. Donc, non, c'est. Là, t'as l'air plutôt heureux. Ouais, de ouf. Profite, tu vois. Je me dirais profite. Profite à fond. Et on a eu des périodes où je pense que il y a eu beaucoup de coups où tu te prends forcément des coups dans la gueule, tu vois. Tu dois Ouais. t'en prendre aussi, tu vois. On se prend des sacrées claques. Je suis aussi très touché par l'écologie et quand on rencontre Chani, ça te met des coups ça te met un peu des coups au moral, tu vois. Ouais. Donc non, je lui profite. Je pense que je me dirais de profiter. Parce que je pense que c'est en kiffant et en se disant que ça va le faire dans tous les cas qu'on va pouvoir être beaucoup plus incisif face à tu sais qui, tu vois. Ouais, clairement. Clairement. Et ça se cultive. Ouais. Faut apprendre à aimer le voyage. Mhm. Top. Bah, merci beaucoup Thibaut d'être venu. C'était Écoute, hyper merci à intéressant.
Je pense que tu as distillé plein d'infos qui peuvent vraiment intéresser beaucoup de monde sur plein de sujets divers et variés, donc trop cool. Trop bien. Merci à toutes les personnes qui nous ont regardés. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain live. Le sujet vous sera dévoilé très prochainement. Salut! Salut! Ah non, c'est là-bas, moi. Toi, c'est là, ouais. Salut!